L'été s'abattit sur la Sologne comme une malédiction. Une chaleur suffocante qui transformait les marécages en miroirs troubles, reflétant un ciel trop blanc. Les habitants du village sentaient dans l'air quelque chose d'inhabituel, une tension qui n'avait pas de nom mais qui pesait sur chaque épaule, sur chaque conversation interrompue trop vite. La petite aldeia de Boisvert comptait à peine 300 âmes. Tout le monde connaissait tout le monde, ou du moins c'est ce qu'on aimait croire. Les secrets n'existaient pas vraiment ici, ou plutôt ils existaient dans cette zone grise où personne ne posait de questions, où les regards s'évitaient au bon moment, où les langues se taisaient précisément quand elles auraient dû parler. Odette Marchand était l'une de ces femmes que l'on respectait dans le village. À 32 ans, elle tenait sa maison avec une rigueur presque militaire. Son jardin était le plus ordonné de la rue, et jamais personne ne l'avait vu sortir sans que chaque cheveu soit à sa place. Elle marchait droite, parlait peu, souriait rarement. Les femmes du village l'admiraient pour sa force silencieuse. Les hommes baissaient des yeux quand elle passait, non par respect, mais par quelque chose de plus sombre qu'ils n'auraient su nommer. Son mari, Auguste Marchand, était forgeron. Un homme massif, aux mains comme des battoirs, au visage perpétuellement rougi par la chaleur de la forge, et par autre chose aussi. Quelque chose que les bouteilles de vin cachées dans son atelier expliquaient mieux que n'importe quel mot. Il parlait fort, riait plus fort encore, et quand il rentrait chez lui le soir, le silence qui suivait était plus éloquent que tous les cris. Personne ne parlait de ce qui se passait derrière les portes closes de la maison Marchand. Personne ne mentionnait les bleus qu'Odette cachait sous ses manches longues, même en plein été. Personne ne remarquait, officiellement, comment elle sursautait au moindre bruit brusque, comment ses mains tremblaient parfois quand elle comptait sa monnaie au marché. C'était ainsi. On ne voyait pas, on ne savait pas, on ne disait rien. Léonie Bertrand vivait 3 rues plus loin, dans une maison légèrement plus grande mais tout aussi étouffante. À 27 ans, elle possédait cette beauté fragile qui attirait les regards et la pitié en proportions égales. Ses cheveux blonds attrapaient de la lumière d'une manière qui semblait presque injuste, tant le reste de sa vie était sombre. Son mari, Armand Bertrand, était éleveur de chevaux, un métier noble en apparence, mais qui le gardait souvent absent, parti on ne savait trop où, revenant avec l'odeur du vin bon marché et du parfum d'autres femmes collées à ses vêtements. Quand il était là, sa présence emplissait la maison comme une tempête. Sa voix résonnait dans toute la rue quand il était en colère, ce qui arrivait souvent. Les voisins montaient le son de leur propre conversation pour couvrir les éclats, fermaient leurs fenêtres malgré la chaleur, trouvaient soudainement urgent d'aller chercher de l'eau au puits du bout du village. On ne voyait pas, on ne savait pas, on ne disait rien, mais tout le monde savait. Le premier événement étrange survint un mardi matin, juste après l'aube. Madame Girard, qui tenait la boulangerie, ouvrit sa porte pour trouver 3 corbeaux morts alignés sur son seuil. Pas simplement morts, non. Disposés avec soin, leurs ailes étendues, leurs becs ouverts vers le ciel, formant un triangle parfait dont la pointe dirigeait directement vers sa porte. Leurs yeux n'avaient pas été mangés par les fourmis ni par quoi que ce soit d'autre. Ils fixaient le vide avec une intensité qui donnait la chair de poule, comme s'ils regardaient encore quelque chose que personne ne pouvait voir. Ce qui glaça vraiment le sang de Madame Girard, c'était leurs pattes. Elles étaient nouées ensemble avec des brins d'herbe tressés, avec une précision minutieuse. Quelqu'un avait pris le temps de faire cela. Quelqu'un avait tué ces oiseaux, les avait arrangés de cette manière, avait créé ce tableau macabre avec intention et délibération. « C'est un avertissement », murmura la vieille Mathilde, qui passait par là avec son panier de linge. « Quelqu'un dans ce village a offensé Dieu. Les corbeaux sont ses messagers. 3 corbeaux signifient 3 péchés, ou 3 pécheurs. » Elle se signa rapidement, ses doigts arthritiques tremblants dans l'air frais du matin. « Il faudrait peut-être appeler le curé, » suggéra-t-elle à voix basse, « pour bénir votre seuil, pour chasser le mal. » Madame Girard balaya les oiseaux sans un mot, mais ses mains tremblaient si fort qu'elle dut s'y reprendre à plusieurs reprises. Elle les jeta dans le fossé derrière sa maison, mais toute la journée, elle sentit leurs yeux morts la fixer.
même quand elle avait le dos tourné. Elle brûla 3 fournées de pain, chose qui ne lui était jamais arrivée en 20 ans de métier. La 4e fournée sortit noire comme du charbon, et quand elle ouvrit le four, une odeur de soufre se répandit dans la boulangerie, si forte que plusieurs clients reculèrent, se couvrant le nez. « Le diable !» chuchota quelqu'un. « Le diable est dans le four. » Madame Girard ferma la boulangerie pour la journée, chose encore plus inouïe que du pain brûlé. Elle s'enferma chez elle et pria jusqu'à en avoir mal aux genoux. 2 jours plus tard, le petit Julien Vasseur, 6 ans, disparut pendant 3 heures. On le retrouva assis dans le cimetière, devant la tombe de son grand-père mort l'année précédente. L'enfant ne parlait plus. Il regardait droit devant lui, les yeux vitreux, et quand sa mère l'appela, il mit plusieurs secondes à réagir, comme s'il revenait de très loin. « Il était avec quelqu'un », finit-il par dire d'une voix blanche. « Une dame en noir, elle m'a dit des choses. »« Et de quelle chose ?» demanda sa mère en le serrant contre elle. « Elle a dit que les morts ne restent pas toujours enterrés. Elle a dit que certains secrets pèsent trop lourd pour la terre. » L'enfant refusa d'en dire plus. Cette nuit-là, il fit des cauchemars qui le firent hurler jusqu'à l'aube. Le curé, l'abbé Fontaine, fut appelé. C'était un homme austère, au visage taillé dans la pierre, qui prêchait le feu et le soufre chaque dimanche avec une conviction qui faisait trembler les plus endurcis. Il vint bénir la maison des Vasseurs, aspergea l'enfant d'eau bénite et marmonna des prières en latin pendant 1 heure. « Le malin rôde », déclara-t-il en partant. « Il cherche les âmes faibles, celles qui ont péché, celles qui cachent la vérité. Nous devons tous examiner nos consciences. » Ces paroles tombèrent dans le village comme des pierres dans un étang. Les cercles s'élargirent, touchant chaque maison, chaque famille. Les conversations se firent plus prudentes, les regards plus suspicieux. C'est dans cette atmosphère de peur rampante qu'Odette et Léonie continuaient leur vie quotidienne, se croisant au marché, à l'église, aux abords de la forêt où elles allaient parfois cueillir des champignons ou des herbes médicinales. Elles se parlaient peu en public, quelques mots échangés sur le temps, sur la récolte, sur les derniers événements étranges qui secouaient le village. Mais leurs regards se trouvaient toujours, se tenaient une seconde de trop, portaient un poids que personne ne voulait nommer. Les femmes du village les observaient. Madame Beaumont, la plus bavarde, remarquait comment elles se tenaient toujours à la même distance l'une de l'autre, jamais trop proches, jamais trop loin. Comment leurs mains se frôlaient parfois en atteignant le même pain, le même légume. Comment un sourire fugitif traversait le visage d'Odette quand Léonie arrivait sur la place. Un sourire qui disparaissait aussitôt qu'elle se rendait compte qu'on l'observait. « Ces deux-là », murmurait Madame Beaumont à qui voulait l'entendre. Puis elle s'arrêtait net, comme si un ange venait de passer, comme si une main invisible lui fermait la bouche. On ne disait pas, on ne nommait pas, mais tout le monde savait. Les événements s'accélérèrent avec juillet. Le bétail commença à agir étrangement. Les vaches du fermier Dubost refusaient de rentrer à l'étable le soir, mugissant de terreur quand on essayait de les pousser à l'intérieur. Les chevaux d'Armand Bertrand se cabraient sans raison, les yeux blancs de panique, hennissant comme s'ils voyaient des démons. « Il y a quelque chose dans l'air », disait le vieux Gaston en crachant par terre. « Quelque chose de pas catholique. » Puis vinrent les bruits. La nuit, dans tout le village, les gens entendaient des grattements aux volets, des pas sur les toits, des chuchotements qui semblaient venir des murs eux-mêmes. Madame Roussel jurait avoir entendu son nom appelé depuis son grenier alors qu'elle savait pertinemment qu'il était vide. Monsieur Leblanc avait trouvé toutes ses fenêtres ouvertes un matin alors qu'il les avait fermées et verrouillées la veille. L'insomnie gagna le village comme une épidémie. Les cercles sous les yeux se creusèrent. Les nerfs se tendirent comme des cordes de violon. Les disputes éclatèrent pour un rien. Les enfants pleuraient plus facilement. Les chiens aboyaient sans cesse contre des menaces invisibles. Et au centre de cette tempête qui montait, Odette et Léonie continuaient leur ballet silencieux, se frôlant sans se toucher, se parlant sans rien dire, se regardant avec cette intensité qui faisait détourner les yeux de tous ceux qui les surprenaient. Auguste Marchand buvait de plus en plus.
On le voyait tituber sur la place le soir, hurlant des obscénités que le curé lui-même n'osait plus réprouver. Il accusait le monde entier de conspiration, de mensonge, de trahison. Ses yeux injectés de sang scrutaient la foule avec une rage qui ne trouvait jamais sa cible exacte. « Ma femme !» criait-il parfois. « Ma propre femme !» Puis il s'arrêtait net, comme s'il avait dit trop, comme si le reste des mots lui brûlait la gorge. Personne ne demandait ce qu'il voulait dire. Personne ne posait de questions. Armand Bertrand, lui, disparaissait de plus en plus souvent. On le voyait partir sur son cheval au petit matin, ne revenant que des jours plus tard, boueux, ivre, les vêtements défaits. Les rumeurs parlaient de tavernes dans les villages voisins, de femmes de mauvaise vie, de jeux de cartes et de dettes. Léonie ne disait rien. Elle baissait les yeux quand les autres femmes lui demandaient des nouvelles de son mari, murmurait quelque chose d'inaudible et changeait de sujet. Le dimanche, à l'église, l'abbé Fontaine prêchait avec une véhémence croissante. Ses sermons parlaient de plus en plus souvent du péché, de la damnation, des flammes éternelles qui attendaient ceux qui s'écartaient du droit chemin. Ses yeux semblaient s'attarder sur certains fidèles plus que d'autres, mais toujours brièvement, jamais assez longtemps pour qu'on puisse l'accuser de pointer du doigt. Le silence est parfois le pire des péchés, tonnait-il du haut de sa chair, car celui qui voit le mal et ne le dénonce pas devient complice du malin. Nous sommes tous gardiens de nos frères, et si nous les laissons tomber dans l'abîme par notre lâcheté, nous tomberons avec eux. Les fidèles hochaient la tête, chantaient plus fort, priaient avec plus de ferveur. Puis ils sortaient de l'église, échangeaient quelques politesses sur le parvis, et rentraient chez eux continuer à ne rien voir, à ne rien dire, à ne rien savoir. D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. Août arriva avec son lot d'horreurs nouvelles. La fille des Mercier, Émilie, 14 ans, se mit à marcher dans son sommeil. Sa mère la retrouva 3 nuits d'affilée debout dans le jardin, les pieds nus dans la rosée, les bras tendus vers la forêt. Quand on la réveillait, elle ne se souvenait de rien, mais elle pleurait, des larmes silencieuses qui coulaient sans qu'elle semble même s'en rendre compte. « Elle va vers quelque chose », murmura sa grand-mère, « ou quelque chose l'appelle. » On attacha l'enfant à son lit avec une corde douce. Elle hurla toute la nuit suivante, des cris qui n'avaient rien d'humain, qui faisaient trembler les murs. Au matin, la corde était défaite, et Émilie dormait paisiblement, un sourire étrange sur les lèvres. Plus personne n'osa l'attacher après cela. Les champs commencèrent à souffrir. Malgré les pluies régulières, le blé jaunissait par plaques, comme si quelque chose suçait la vie directement du sol. Les légumes pourrissaient sur pied, les pommes tombaient des arbres avant d'être mûres, noircies de l'intérieur. « C'est une punition », affirmait Madame Roussel en se signant. « Dieu nous punit. » « De quoi ?» osait parfois demander quelqu'un. Le silence qui suivait était si lourd qu'on pouvait presque le toucher. C'est pendant cette période que les gens commencèrent à remarquer autre chose. Quand Odette avait des marques plus visibles, un œil au beurre noir mal dissimulé, une lèvre fendue, une boiterie qu'aucun faux pas ne pouvait expliquer, Léonie semblait se flétrir aussi. Elle maigrissait, ses cernes se creusaient, et son regard prenait cette qualité absente qu'ont les gens qui souffrent d'une douleur qu'ils ne peuvent ni nommer ni soulager, et inversement. Quand c'était au tour de Léonie de porter les stigmates d'une nuit difficile, Odette semblait porter le même poids, la même tristesse, comme si elle partageait une même blessure invisible qui se manifestait sur 2 corps différents. Les femmes du marché chuchotaient entre elles, mais toujours à mi-voix, toujours en regardant autour, pour s'assurer que personne n'écoutait vraiment. « C'est pas naturel », disait l'une. « Il faut prier pour elle », répondait une autre. « Pour elle ou pour nous ?» osait une troisième, et le silence retombait comme un couvercle de cercueil. Le soir, après le coucher du soleil, quand les ombres s'allongeaient et que les marécages exhalaient leur brume, on voyait parfois 2 silhouettes au bord de la forêt. Elles ne se touchaient pas, ne se parlaient peut-être même pas, mais elles se tenaient là, côte à côte, regardant les arbres sombres, comme si elles cherchaient quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Certains villageois les évitaient, changeaient de chemin quand ils les apercevaient.
D'autres ralentissaient, jetaient des regards furtifs, puis accéléraient en se signant. Personne ne s'approchait. Personne ne demandait ce qu'elle faisait là. On ne demandait pas. On ne savait pas. On ne voyait rien. Septembre approchait, et avec lui, quelque chose d'encore plus sombre. Septembre s'annonça par un orage violent qui dura 3 jours et 3 nuits sans interruption. Les éclairs déchiraient le ciel avec une violence inouïe, illuminant le village de flashs blancs qui révélaient des ombres qui n'auraient pas dû être là. Le tonnerre grondait si fort que les maisons tremblaient sur leurs fondations, que les objets tombaient des étagères, que les enfants se recroquevillaient sous leurs couvertures en sanglotant. Mais ce n'était pas un orage ordinaire. La pluie qui tombait était froide, trop froide pour la saison, et elle avait une odeur étrange, métallique, presque comme du sang dilué. Certains jurèrent plus tard qu'elle laissait des traces rouges sur la pierre, des traînées qui ressemblaient à des doigts griffant les murs. La foudre frappait encore et encore, toujours aux mêmes endroits. Le vieux chêne, près du cimetière, fut touché 7 fois, se fendant un peu plus à chaque impact, jusqu'à ce qu'il s'écroule finalement. Ses racines déchaussées révélant des ossements anciens que personne ne voulait identifier. L'église fut frappée aussi, le clocher se fissurant du sommet à la base, créant une blessure noire dans la pierre blanche qui ressemblait à une bouche ouverte en un cri silencieux. Les enfants pleuraient sans pouvoir s'arrêter. Les animaux refusaient de sortir, se cachant dans les coins les plus sombres des granges et des étables, tremblant de terreur. Les chevaux hennissaient sans cesse, leurs yeux blancs roulant dans leurs orbites. Les chiens hurlaient à la mort, un son lugubre qui se mêlait au vent et au tonnerre pour créer une symphonie d'apocalypse. Dans chaque foyer, on priait à voix basse, récitant des rosaires jusqu'à en avoir les doigts engourdis, espérant que la tempête passe sans emporter quelqu'un avec elle. Les vieilles femmes murmuraient des prières païennes, celles qu'on n'avait pas censé se souvenir, celles qui venaient d'avant le christianisme, quand les gens craignaient encore d'autres dieux, plus anciens et plus sombres. L'abbé Fontaine passa les 3 nuits debout dans son église, priant sans discontinuer, son visage luisant de sueur, malgré le froid. À l'aube du 4e jour, quand la tempête cessa enfin aussi brusquement qu'elle avait commencé, il s'effondra sur les dalles de pierre, épuisé jusqu'au plus profond de son âme. Le silence qui suivit l'orage était pire que le vacarme qui l'avait précédé. Un silence lourd, expectant, comme si le monde retenait son souffle avant de révéler ce qui allait suivre. Ce fut le cas, mais ce qu'elle laissa derrière elle était pire que ce qu'elle aurait pu emporter. Au matin du 4e jour, quand enfin le silence revint, on découvrit le cadavre. C'était Thomas Bergeron, un homme d'une 50aine d'années qui vivait seul à la lisière du village. Un homme silencieux qui dérangeait peu, parlait peu, existait peu dans la conscience collective. Un veuf depuis 10 ans qui avait enterré sa femme morte en couche et n'avait jamais vraiment réussi à continuer sa vie après cela. On le trouvait dans son jardin, effondré face contre terre, les doigts enfoncés dans la boue, comme s'il avait essayé de s'accrocher à la vie elle-même. Ses ongles étaient cassés, pleins de terre et de sang. Autour de lui, des sillons profonds dans le sol montraient qu'il avait rampé, qu'il avait lutté, qu'il avait essayé de fuir quelque chose. Mais fuir quoi? Il n'y avait aucune trace d'agression, aucune blessure visible, aucun signe de violence extérieure. Le médecin, le docteur Renaud, fut appelé. C'était un homme rationnel d'une 40aine d'années qui ne croyait pas aux superstitions et qui avait une explication scientifique pour tout. Formé à Paris, revenu dans son village natal pour y exercer, il représentait la modernité, la science, le progrès face aux vieilles peurs ancestrales. Il examina le corps avec son efficacité habituelle, prit des notes dans son petit carnet noir, à couverture de cuir, fronça les sourcils en constatant certaines anomalies qu'il nota, mais ne commenta pas immédiatement. « Arrêt du cœur », finit-il par annoncer d'une voix qui se voulait assurée, mais qui tremblait légèrement sur les bords. Probablement dû à la peur. L'orage a pu le terrifier au point que son cœur a lâché. Ça arrive. Surtout chez les personnes âgées ou fragiles.
Mais il y avait autre chose, plusieurs autres choses, en fait, des détails qu'il nota dans son carnet, mais ne mentionna pas à voix haute, car ils n'avaient aucun sens médical, aucune explication rationnelle. Les yeux de Thomas Bergeron étaient grands ouverts, figés dans une expression de terreur absolue. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était la forme de cette terreur. Ses pupilles étaient si dilatées qu'elles avaient presque avalé l'iris entier, créant deux puits noirs sans fond au milieu de son visage. Et dans ces puits, si on regardait attentivement, on aurait presque pu voir quelque chose se refléter, une forme, une ombre, comme si la dernière chose qu'il avait vue était encore imprimée dans ses yeux morts. Sur son visage, tracé dans la terre et la boue, il y avait des marques de griffures. Ses propres griffures. Les fibres de peau sous ses ongles le prouvaient, comme s'il avait essayé de s'arracher le visage lui-même pour ne plus voir ce qu'il voyait, pour fermer des yeux qui refusaient de se fermer devant l'horreur qu'il contemplait. Et il y avait autre chose encore, quelque chose que le docteur Renaud ne nota même pas dans son carnet par peur que quelqu'un le lise un jour et pense qu'il était devenu fou. La bouche de Thomas Bergeron était pleine de terre. Pas seulement sur les lèvres, mais à l'intérieur, jusqu'au fond de la gorge, comme s'il avait essayé de manger la terre elle-même, ou comme si quelqu'un ou quelque chose avait essayé de l'étouffer avec. On l'enterra rapidement, presque avec hâte. Le curé marmonna les prières usuelles, on jeta la terre sur le cercueil, et tout le monde rentra chez soi, sans s'attarder au cimetière. Il était vieux, disaient les gens pour se rassurer. Son heure était venue. Mais personne ne croyait vraiment à ce qu'il disait. 3 jours plus tard, ce fut au tour de Madame Tessier. On la trouva au fond de son puits, le cou brisé. Une chute accidentelle, décréta-t-on officiellement. Elle avait dû glisser en allant chercher de l'eau. Sauf que Madame Tessier n'allait jamais chercher son eau elle-même. Ses 2 fils s'en chargeaient toujours. Et surtout, ses mains portèrent des marques, des écorchures sur les paumes et les doigts, comme si elle s'était agrippée au rebord du puits, comme si elle avait lutté pour ne pas tomber, ou comme si quelque chose l'avait tirée vers le bas. Le docteur Renaud ne dit rien cette fois. Il signa le certificat de décès d'une main qui tremblait légèrement, rangea ses affaires et rentra chez lui, où il s'enferma pendant 2 jours sans recevoir personne. La peur s'installait maintenant, pour de bon. Ce n'étaient plus des événements étranges qu'on pouvait ignorer, des bruits qu'on pouvait attribuer au vent, des pressentiments qu'on pouvait chasser d'un revers de main. C'étaient des morts, des vrais morts, des corps qu'il fallait enterrer. Les gens commencèrent à s'enfermer dès la tombée de la nuit. Les volets se fermaient plus tôt. Les conversations s'arrêtaient net dès qu'un étranger approchait. La méfiance grandissait, non pas envers un ennemi extérieur, mais envers les voisins eux-mêmes, envers ceux qu'on connaissait depuis toujours. Il y a quelque chose de pourri dans ce village, osait dire parfois quelqu'un au marché. Quelque chose ou quelqu'un, répondait un autre, et tous les regards se mettaient à errer, cherchant le coupable invisible, le bouc émissaire qui expliquerait tout. C'est dans cette atmosphère empoisonnée qu'Auguste Marchand se mit à boire encore plus. On le voyait maintenant tituber en plein jour, vocifératif et dangereux. Il accusait tout le monde de tout et de rien. Ses accusations n'avaient ni queue ni tête, mais elles semaient le trouble. « Vous êtes tous des menteurs !» hurlait-il sur la place. « Vous voyez tout et vous ne dites rien. Vous laissez le mal se répandre comme une peste. » Personne ne le contredisait. Personne n'osait. Il était si imprévisible maintenant, si visiblement au bord de la folie, que même les hommes les plus costauds préféraient de l'éviter. Odette, elle, disparaissait de plus en plus de la vie publique. On la voyait moins au marché, moins à l'église. Quand elle sortait, c'était toujours rapidement, toujours avec le regard baissé, toujours avec ce port de tête qui trahissait une vigilance constante, une attente de la prochaine douleur. Les bleus sur son visage ne se cachaient même plus vraiment. Les manches longues ne suffisaient plus à dissimuler les marques sur ses bras. Son pas était devenu celui d'une femme, qui mesure chaque mouvement, qui calcule chaque geste pour ne pas réveiller la bête. Et pourtant, personne ne disait rien. « Pauvre Odette !» murmurait-on parfois. « Elle a la vie dure. » Mais personne ne lui offrait d'aide.
Personne ne frappait à sa porte. Personne ne confrontait Auguste. On savait, on voyait, on ne faisait rien. Léonie, de son côté, semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Armand était de moins en moins présent, mais quand il revenait, c'était toujours pire. Les éclats de voix résonnaient dans la rue, les objets se brisaient contre les murs, et le lendemain, Léonie marchait avec cette raideur qui ne mentait pas. Les deux femmes se croisaient encore, mais toujours brièvement maintenant. Un regard échangé au détour d'une rue. Une main qui frôle l'autre en passant devant la boulangerie. Un sourire triste qui s'efface aussitôt qu'il apparaît. Elles ne parlaient presque plus, mais leur silence était plus éloquent que tous les mots. Il y avait dans leurs yeux cette compréhension mutuelle, cette douleur partagée, qui créait entre elles un lien que personne ne pouvait briser, mais que personne ne devait nommer. Les femmes du village les observaient avec un mélange de pitié et de quelque chose d'autre, quelque chose de plus sombre qu'elles n'auraient jamais admis ressentir. Une sorte de jalousie peut-être, ou de colère face à ce qu'elles comprenaient mais refusaient de comprendre. Elles devraient prier davantage, disait Madame Beaumont en pétrissant son pain avec plus de violence que nécessaire. Prier pour leurs âmes. Et nos âmes à nous, avait osé demander sa fille. Ne devrions-nous pas prier pour nous aussi? Madame Beaumont ne répondit pas. Elle se contenta de pétrir encore plus fort, comme si elle pouvait étrangler le malaise qui montait en elle. Le troisième mort survint une semaine plus tard. Henri Lafarge était charpentier, un homme robuste dans la force de l'âge, père de 4 enfants, respecté de tous. Il travaillait à la réparation du clocher de l'église quand il tomba, 20 mètres de chute. Il s'écrasa sur les pavés devant l'église, avec un bruit que ceux qui l'entendirent n'oublieraient jamais. Il a glissé, dirent les témoins. Un accident. Mais Jacques Poirier, qui travaillait avec lui ce jour-là, raconta une autre histoire à qui voulait l'entendre, une histoire qu'il répéta d'abord à voix basse, puis de plus en plus fort à mesure que le vin déliait sa langue. « Il a regardé en bas », disait Jacques en tremblant. « Il a regardé vers la place, et j'ai vu son visage changer. Il est devenu blanc comme un linge. Puis il a murmuré quelque chose que je n'ai pas compris, et il s'est laissé tomber. Il ne s'est pas accroché. Il n'a pas essayé de se rattraper. Il s'est juste laissé tomber. Qu'est-ce qu'il a murmuré ? Demanda quelqu'un. Jacques but une longue gorgée de vin avant de répondre, et quand il le fit, sa voix était à peine audible. Il a dit « Elles ont raison de se cacher ». Le silence qui suivit fut total. Personne ne demanda qui était « elle ». Personne ne voulait savoir. 3 morts en moins d'1 mois. Le village était en deuil, mais plus que cela, il était en proie à une paranoïa grandissante. Les gens se regardaient avec méfiance, se demandant qui serait le prochain, ce qu'ils avaient fait pour mériter cette malédiction. L'abbé Fontaine multiplia les messes, les bénédictions, les processions. Il aspergeait les maisons d'eau bénite, récitait des exorcismes, appelait la protection divine sur chaque tête. Mais même lui semblait perdre de sa superbe. Ses sermons, toujours aussi enflammés, prenaient maintenant une nuance désespérée. « Nous avons laissé le péché s'installer parmi nous », criait-il du haut de sa chair. « Nous avons fermé les yeux, bouché nos oreilles, tué nos consciences. Et maintenant, Dieu nous punit. Il nous montre ce qui arrive quand on laisse le mal prospérer sans rien dire. » Les fidèles pleuraient, se frappaient la poitrine, promettaient de faire mieux. Mais qu'est-ce que « mieux » signifiait? Personne ne le savait vraiment. Ou plutôt, tout le monde le savait, mais personne n'osait le dire. Car dans le fond, au plus profond de leur conscience tourmentée, ils savaient tous de quoi parlait le curé. Ils savaient tous quel était le péché que personne ne nommait. Ils voyaient tous les regards échangés, les mains qui se frôlaient, la tendresse interdite qui existait là, en plein jour, sous leurs yeux. Ils savaient, et ils se taisaient, et maintenant ils payaient le prix de leur silence. Octobre arriva avec ses premières gelées. Les arbres se dépouillèrent de leurs feuilles, et le village prit cet aspect désolé des lieux abandonnés par la grâce. Le brouillard montait des marécages, chaque soir, enveloppant les maisons d'un linceul humide et froid. Les enfants ne jouaient plus dehors.
Les rues se vidaient dès que le soleil commençait à baisser. On barricadait les portes, on vérifiait 2 fois les verrous, et on priait pour que la nuit passe vite. Car la nuit apportait maintenant des choses nouvelles. Des coups aux portes, des grattements aux fenêtres, des voix qui appelaient depuis l'obscurité, des voix qui ressemblaient à celles des morts récents, qui suppliaient qu'on leur ouvre, qu'on leur fasse une place près du feu. Personne n'ouvrait, personne ne répondait. On se bouchait les oreilles, on serrait les enfants contre soi, et on attendait l'aube en priant. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. Auguste Marchand devint incontrôlable. Il passait maintenant ses nuits à errer dans le village, une bouteille à la main, hurlant des accusations incohérentes contre le ciel, contre Dieu, contre sa femme, contre le monde entier. « Je sais » criait-il dans la nuit. « Je sais ce qu'elle fait. Je sais où elle va. Je sais qui elle voit. » Mais il ne disait jamais explicitement quoi, où, qui. Ces accusations restaient dans le flou, comme s'il lui manquait les mots exacts ou le courage de les prononcer. Les hommes du village commencèrent à parler de l'enfermer, de l'attacher pour qu'il ne puisse plus nuire, mais personne ne passa à l'acte. Peut-être parce que dans ses cris de fou, dans ses accusations délirantes, il disait tout haut ce que tous pensaient tout bas. Odette ne sortait presque plus maintenant. Quand on l'apercevait, c'était toujours furtivement, une ombre qui glissait le long des murs, qui rasait les haies, qui évitait tous les regards. Son visage était devenu un masque de douleur et de peur, ses yeux constamment aux aguets, comme ceux d'un animal traqué. Et pourtant, certaines nuits, quand le brouillard était le plus épais, on voyait une lumière s'allumer brièvement à la lisière de la forêt. Juste un instant, puis elle s'éteignait. Et si on était assez brave ou assez fou pour regarder, on pouvait apercevoir 2 silhouettes qui se rejoignaient dans l'obscurité, qui se tenaient là, immobiles, pendant quelques minutes précieuses, arrachées à l'enfer de leur vie. Puis, elles se séparaient et rentraient chacune chez elles, dans leurs prisons respectives, pour affronter ce qui les attendait. Personne n'en parlait, mais tout le monde le savait. C'est par une nuit de pleine lune d'octobre que tout bascula. Le village dormait d'un sommeil agité quand les hurlements commencèrent. Pas des hurlements humains, quelque chose de plus ancien, de plus sauvage. Les chiens répondirent, puis les loups de la forêt, créant une cacophonie qui glaça le sang de tous ceux qui l'entendirent. Puis le feu. Une lueur orange illumina soudain le ciel. La forge d'Auguste Marchand brûlait. Les hommes sortirent en courant, armés de seaux, de couvertures, de tout ce qui pouvait servir à éteindre l'incendie. Mais quand ils arrivèrent, ils s'arrêtèrent net. Auguste était là, debout devant les flammes, immobile. Il ne fuyait pas, il ne criait pas. Il regardait simplement le feu dévorer son atelier, son gagne-pain, sa vie entière. Et sur son visage, une expression que personne ne lui avait jamais vue, du soulagement. « Laissez brûler », dit-il d'une voix calme, presque sereine. « Laissez tout brûler. » On éteignit quand même le feu, plus par peur qu'il ne se propage aux maisons voisines que par souci de sauver la forge. Quand les dernières flammes furent étouffées, il ne restait que des ruines fumantes et noircies. Auguste s'effondra alors, tombant à genoux dans la cendre encore chaude, et il se mit à pleurer. Pas des sanglots d'hommes ivres ou en colère, des pleurs d'enfants, profonds et déchirants, comme si quelque chose en lui s'était brisé définitivement. « Je suis désolé », murmurait-il entre 2 sanglots. « Je suis tellement désolé, pour tout ce que j'ai fait. » Les hommes ne savaient pas quoi faire. Ils restaient là, mal à l'aise, ne sachant pas s'ils devaient le consoler ou partir. C'est le vieux Gaston qui finalement s'approcha, posa une main sur l'épaule d'Auguste. « Rentre chez toi », dit-il doucement. « Va voir ta femme. » Auguste leva vers lui des yeux rougis, injectés de sang et de larmes. « Je n'ai plus de femme », répondit-il. « Je n'ai jamais vraiment eu de femme. Elle était déjà partie bien avant de rester. » Il se releva péniblement, tituba, et s'éloigna dans la nuit. Personne ne le suivit. On le laissa partir, disparaître dans l'obscurité, et certains pensèrent qu'il vaudrait peut-être mieux qu'il ne revienne pas. Mais ce n'était que le début de cette nuit terrible. 1 heure plus tard,
Ce furent les cris d'une femme qui réveillèrent ceux qui avaient réussi à se rendormir. Des cris de terreur pure qui venaient de la maison des Bertrand. Les gens sortirent à nouveau, couraient dans les rues. Quand ils arrivèrent, ils trouvèrent Léonie sur le perron, en chemise de nuit, le visage ensanglanté, tenant un tisonnier à la main. À l'intérieur, Armand Bertrand gisait au sol, inconscient. Une entaille à la tête saignait abondamment. « Il a essayé de me tuer !» haleta Léonie. « Il est rentré ivre. Il a dit qu'il savait. Il a dit qu'il allait me faire payer. Il a pris le couteau de cuisine et... » Elle ne finit pas sa phrase. Elle s'effondra, et ce furent les femmes du village qui la rattrapèrent, qui l'enveloppèrent dans des couvertures, qui l'éloignèrent de la scène. Le docteur Renaud fut appelé une fois de plus. Il soigna Armand, qui reprit lentement conscience, confus, ne se souvenant de rien. On l'emmena chez le garde champêtre pour la nuit, le temps de comprendre ce qui s'était réellement passé. Léonie fut conduite chez Madame Beaumont. On la nettoya, on pansa ses blessures, on lui fit boire du bouillon chaud. Elle tremblait sans pouvoir s'arrêter, fixant le vide, ne répondant à aucune question. « Où est Odette ?» finit-elle par murmurer. « Il faut que je voie Odette. » Les femmes échangèrent des regards. Madame Beaumont se mordit la lèvre, hésita, puis finalement hocha la tête. « J'envoie quelqu'un la chercher, » dit-elle doucement. On alla frapper chez les marchands. Pas de réponse. On frappa plus fort. Toujours rien. Finalement, quelqu'un poussa la porte qui n'était pas verrouillée. Odette était assise dans sa cuisine, immobile dans l'obscurité. Elle ne sursauta même pas quand la lumière d'une lanterne l'éclaira. Elle regardait droit devant elle, les mains posées à plat sur la table. « Léonie a besoin de vous », dit la femme qui était entrée. Odette se leva sans un mot, prit son châle et suivit. Son visage était indéchiffrable. Pas de surprise, pas de peur. Juste une sorte d'acceptation calme, comme si elle avait attendu ce moment depuis longtemps. Quand elle entra chez Madame Beaumont et vit Léonie recroquevillée près du feu, quelque chose passa sur son visage. Quelque chose que toutes les femmes présentes virent, même si aucune n'en parla jamais explicitement par la suite. De la douleur, de l'amour, du désespoir. Elle s'approcha, s'agenouilla devant Léonie. Leurs mains se trouvèrent. Leurs doigts s'entrelacèrent. Et pendant un long moment, elles restèrent ainsi, silencieuses, communiquant dans un langage que personne d'autre dans la pièce ne pouvait comprendre, mais que toutes comprenaient quand même. Madame Beaumont détourna le regard. Les autres femmes aussi. Elles trouvèrent soudain urgent de s'occuper du feu, de préparer plus de bouillon, de ranger des choses qui n'avaient pas besoin d'être rangées. On ne voyait pas, on ne disait rien, même maintenant. Surtout maintenant. Mais quelque chose avait changé dans l'air. Une tension qui avait toujours été là venait de se cristalliser, de prendre une forme presque tangible. Le secret qui n'en était pas vraiment un venait de s'imposer dans la lumière, même si personne ne le nommerait jamais. Le lendemain, le village se réveilla sous un ciel de plomb. L'atmosphère était lourde, chargée d'électricité. Les gens se déplaçaient avec précaution, comme s'ils marchaient sur de la glace fine. Auguste Marchand avait disparu. Personne ne savait où il était. Sa maison était vide, ses affaires toujours là, mais lui s'était volatilisé dans la nuit. Certains disaient l'avoir vu partir vers la forêt. D'autres juraient l'avoir aperçu près du marécage. Personne n'était sûr de rien. Armand Bertrand, lui, fut libéré dans la matinée. Il quitta le village sans un regard en arrière, montant sur son cheval et partant vers le sud. On apprendrait plus tard qu'il s'était installé dans une autre région, qu'il avait refait sa vie ailleurs, qu'il ne reviendrait jamais. Léonie resta chez Madame Beaumont pendant 3 jours. Odette venait lui rendre visite chaque jour, restait des heures, assise à côté d'elle, sans dire grand-chose, juste présente, juste là. Les femmes du village les observaient maintenant différemment. Il y avait toujours de la désapprobation dans certains regards, mais aussi autre chose. Une compréhension peut-être, ou simplement de la lassitude face à tout ce qui s'était passé. « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» murmura un jour Madame Roussel à Madame Beaumont. « Qu'est-ce qu'on doit faire ?» Madame Beaumont ne répondit pas immédiatement. Elle regarda par la fenêtre où Odette et Léonie marchaient lentement dans la rue, côte à côte, plus proches qu'elles ne l'avaient jamais été en public. « Rien »,
finit-elle par dire. On ne fait rien. On a déjà assez fait en ne faisant rien. C'est le curé qui brisa finalement le silence collectif. Le dimanche suivant, du haut de sa chaire, l'abbé Fontaine ne prêcha pas sur le péché ou sur la damnation. À la place, sa voix était basse, presque brisée. « Nous avons tous péché, dit-il, non pas par action, mais par inaction. Nous avons vu la souffrance et nous avons détourné les yeux. Nous avons entendu les cris et nous avons bouché nos oreilles. Nous avons su la vérité et nous avons choisi le mensonge du silence. » Il s'arrêta, les mains crispées sur le rebord de la chaire. « Dieu ne nous punit pas pour les péchés de certains, continua-t-il. Il nous punit pour notre lâcheté collective, pour notre refus de voir, de dire, d'agir. Chaque mort, chaque larme, chaque goutte de sang versée dans ce village est sur nos consciences à tous, car nous savions tous, et nous n'avons rien fait. Le silence dans l'église était total. Personne ne toussait. Personne ne bougeait. Même les enfants restaient immobiles. « Je ne sais pas ce que Dieu attend de nous maintenant, » finit par dire le curé. « Je ne sais pas comment nous pouvons réparer ce que nous avons brisé, mais je sais que le silence n'est plus une option. Le silence a assez tué. » Il descendit de sa chaire et quitta l'église sans terminer la messe. Les fidèles restèrent là, abasourdis, ne sachant pas quoi faire. Finalement, ce fut Odette qui se leva, puis Léonie. Elles sortirent ensemble, côte à côte, passant entre les rangs de villageois qui les regardaient passer sans dire un mot. Dehors, le soleil brillait, un beau soleil d'automne, doux et doré. Pour la première fois depuis des mois, il semblait porter une vraie lumière, une vraie chaleur. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Mais cette accalmie ne durerait pas longtemps, car quelque chose de terrible se préparait, quelque chose que personne n'avait prévu, quelque chose qui changerait tout à jamais. Les semaines qui suivirent furent étranges, comme si le village retenait son souffle, attendant quelque chose, sans savoir quoi exactement. Auguste Marchand réapparut un matin, émacié, les yeux creux, marchant comme un fantôme. Il ne retourna pas chez lui. Il s'installa dans ce qui restait de sa forge, dormant dans les ruines, vivant de la charité silencieuse de ceux qui déposaient de la nourriture devant les décombres pendant la nuit. Il ne parlait plus, il ne buvait plus. Il restait simplement là, jour après jour, contemplant les cendres de sa vie ancienne. Certains disaient qu'il était devenu fou, d'autres qu'il faisait pénitence. Personne ne lui posait la question. Léonie retourna vivre dans sa maison, maintenant vide d'Armand. Les femmes du village l'aidèrent à nettoyer, à réparer ce qui avait été brisé, à transformer l'espace en quelque chose qui ne respirait plus la violence. Et Odette venait lui rendre visite ouvertement maintenant. Plus de discrétion, plus de faux-semblants. Elle marchait dans la rue en plein jour, frappait à la porte de Léonie, entrait, et parfois ne ressortait pas avant des heures. Les gens regardaient, les gens savaient, mais maintenant, quelque chose avait changé. Le jugement était toujours là, flottant dans l'air comme la brume du marécage, mais il s'était adouci, transformé en quelque chose de plus complexe. De la pitié peut-être, ou simplement une compréhension que ce qui liait ces deux femmes avait survécu à l'enfer, et qu'il y avait quelque chose de sacré dans cette survie, même si l'Église ne le reconnaîtrait jamais. Madame Beaumont fut la première à faire un geste. Un matin, elle apporta du pain frais chez Léonie, entra, salua Odette qui était là, et s'assit avec elle pour prendre le café. Elles ne parlèrent de rien d'important, juste du temps, de la récolte, des petits soucis quotidiens. Mais le message était clair. Madame Beaumont, la plus respectable, la plus pieuse des femmes du village, venait de les accepter publiquement. Et où elle allait, d'autres suivraient. Lentement, très lentement, le village commença à guérir. Les conversations reprirent sur la place. Les enfants recommencèrent à jouer dehors. Les rires revinrent, timides au début, puis plus francs. Les morts s'arrêtèrent. Les événements étranges cessèrent. Comme si quelque chose qui avait été rompu venait d'être réparé, même imparfaitement.
Mais le répit ne durerait pas. Novembre arriva avec ses premières neiges. Un blanc immaculé qui recouvrit le village, étouffant les sons, transformant le paysage en quelque chose d'irréel et de beau. C'est dans ce décor hivernal qu'Auguste Marchand prit sa décision finale. On le trouva un matin dans les ruines de sa forge, agenouillé dans la neige. Il avait écrit quelque chose avec son doigt dans la cendre et la neige mélangée. 4 mots simples. « Je lui demande pardon ». Il s'était ouvert les veines avec un morceau de métal rouillé. Le sang avait coulé lentement, traçant des lignes rouges dans la neige blanche, créant un contraste brutal qui fit détourner les yeux de ceux qui virent la scène. Le docteur Renaud confirma qu'il était mort pendant la nuit, probablement de froid, avant même que le sang ne finisse de s'écouler. Une mort lente, consciente, voulue. Odette fut prévenue. Elle vint voir le corps, resta longtemps debout dans la neige, contemplant l'homme qui avait été son mari. Sur son visage, aucune émotion ne transparaissait, juste cette même acceptation calme qu'elle portait maintenant comme un masque permanent. « Il a trouvé sa paix », dit-elle finalement. « C'est plus que ce que j'osais espérer pour lui. » On l'enterra 3 jours plus tard. Tout le village vint aux funérailles, non pas pour honorer Auguste Marchand, mais pour tourner une page, pour fermer un chapitre douloureux de leur histoire collective. Odette se tenait droite près de la tombe, vêtue de noir, mais pas seule. Léonie était à ses côtés, et cette fois, personne ne trouva rien à redire. C'était simplement ainsi maintenant. Elles étaient ensemble. Le village l'avait accepté, même si personne ne le dirait jamais à voix haute. Décembre s'installa avec son cortège de jours courts et de nuits longues. Le village se replia sur lui-même comme il le faisait chaque hiver, mais cette année, c'était différent. Il y avait une paix fragile, précaire, comme si tous marchaient sur des œufs, craignant de briser quelque chose qui venait à peine de se former. Odette et Léonie continuaient leur vie, ensemble maintenant de manière presque officielle. Elles partageaient leurs repas, leurs corvées, leur silence. Les gens s'habituaient à les voir ensemble, cessaient de baisser la voix quand elles passaient. Mais quelque chose rôdait encore, une menace pas tout à fait disparue. Une ombre pas complètement dissipée. Le docteur Renaud, dans son cabinet, notait dans son carnet des observations troublantes. Les 3 morts du début de l'automne, plus celle d'Auguste, formaient un motif qu'il ne parvenait pas à identifier mais qui le hantait. Thomas Bergeron, qui vivait seul. Madame Tessier, dont le fils travaillait avec Auguste à la forge. Henri Lafarge, qui avait été témoin une fois d'une scène violente entre Auguste et Odette et n'avait rien dit. Tous liés d'une manière ou d'une autre au silence du village. Tous coupables d'avoir vu et de s'être tus. C'est comme si, murmurait-il pour lui-même en relisant ses notes, comme si quelqu'un, ou quelque chose, les punissait pour leur silence. Mais qui? Ou quoi? Il n'avait pas de réponse. Une nuit de fin décembre, alors que le village dormait sous une épaisse couche de neige, un cri déchira le silence. Un cri de femme, aigu, terrifiée, qui réveilla tout le quartier. C'était Madame Girard, la boulangère. Elle sortit de chez elle en courant pieds nus dans la neige, pointant du doigt sa fenêtre. « Il y avait quelqu'un !» hurlait-elle. « Quelqu'un à ma fenêtre, un visage qui me regardait. » On fouilla les environs. Aucune trace dans la neige, aucun signe de passage. Rien. Un cauchemar, décrétèrent les hommes, juste un cauchemar. Mais Madame Girard jura qu'elle était éveillée. Et surtout, elle jura que le visage qu'elle avait vu était celui de Madame Tessier, morte depuis 3 mois. La peur revint d'un coup, comme une vague. Les volets se refermèrent. Les verrous se remirent à claquer. Les prières reprirent. « Ça recommence », murmuraient les gens. « Ça n'est jamais vraiment parti. » L'abbé Fontaine fut appelé. Il vint bénir la maison de Madame Girard. Mais cette fois, il semblait différent, plus humble, moins sûr de lui. « Je ne sais pas ce qui tourmente ce village, » admit-il. « Je ne sais pas si c'est Dieu qui nous punit, le diable qui nous tente, ou simplement nos propres consciences qui nous hantent. Mais je sais que nous devons tous nous examiner. Vraiment nous examiner. » Il regarda autour de lui, croisant les regards de tous ceux qui étaient rassemblés. « Qu'avons-nous fait ?» demanda-t-il doucement. « Qu'avons-nous permis? Qu'avons-nous tu ?» Personne ne répondit.
Mais tous savaient. Cette nuit-là, Odette et Léonie se tinrent éveillées, assises près du feu dans la maison de Léonie. Elles ne parlaient pas. Elles savaient que quelque chose se préparait, quelque chose de final, quelque chose qui mettrait un terme définitif à cette histoire terrible. Et elles avaient raison. Janvier apporta le froid le plus mordant que le village ait connu depuis des décennies. La température chuta si bas que l'eau gelait dans les seaux, que le souffle se transformait en brume, que les doigts s'engourdissaient en quelques minutes à l'extérieur. Mais ce n'était pas le froid qui rendait l'atmosphère insupportable. C'était l'attente de quelque chose qui devait arriver, qui ne pouvait plus être repoussé. Et cela arriva par une nuit sans étoiles. Léonie ne rentra pas chez elle ce soir-là. Odette l'attendit, d'abord avec impatience, puis avec inquiétude, puis avec une terreur grandissante qui lui tordait les entrailles. À minuit, n'y tenant plus, elle sortit dans le froid glacial, une lanterne à la main, appelant le nom de Léonie dans la nuit. Le village dormait. Personne ne répondit à ses appels. Elle marcha dans les rues désertes, la neige crissant sous ses pas, son souffle formant des nuages blancs devant elle. Elle chercha partout, frappa à toutes les portes, réveilla la moitié du village. Personne n'avait vu Léonie depuis l'après-midi. C'est le vieux Gaston qui eut l'idée de chercher près du marécage. Les gens malheureux sont attirés par l'eau, dit-il simplement. On forma un groupe de recherche, une dizaine d'hommes et de femmes armés de lanternes et de torches qui partirent dans la nuit glacée. Odette marchait en tête, appelant sans cesse, sa voix de plus en plus cassée par l'angoisse et le froid. Ils la trouvèrent à l'aube. Léonie gisait au bord du marécage, à moitié enfoncée dans l'eau gelée. Son corps était raide, figé dans une position qui suggérait qu'elle avait glissé ou était tombée ou s'était laissée tomber. Odette se précipita, tomba à genoux dans la glace et la boue tira le corps hors de l'eau avec une force que personne ne lui connaissait. « Non, non, non !» répétait-elle comme une litanie. « Pas toi, pas maintenant, pas après tout ça. » Le docteur Renaud était là. Il s'agenouilla à côté d'elle, posa ses doigts sur le cou de Léonie, chercha un pouls qu'il savait ne pas trouver. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Elle est partie. » Le cri qu'Odette poussa alors n'avait rien d'humain. C'était un hurlement de douleur pure, de perte absolue, qui sembla déchirer le ciel lui-même. Elle serra le corps glacé contre elle, le berçant, pleurant des larmes qui gelaient sur ses joues. Les autres restaient en retrait, impuissants, mal à l'aise face à un chagrin si brut, si intense qu'il devenait presque obscène dans sa sincérité. C'est Madame Beaumont qui finalement s'approcha, qui posa doucement une main sur l'épaule d'Odette. « Il faut la ramener, » dit-elle avec douceur. « Il faut la ramener au village. » Odette leva vers elle un visage ravagé. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, et sa voix était celle d'un enfant perdu. « Pourquoi elle? Pourquoi maintenant que tout commençait à... Pourquoi ?» Madame Beaumont n'avait pas de réponse. Personne n'en avait. On ramena le corps de Léonie au village. On la prépara pour l'enterrement avec tous les soins qu'on réservait d'habitude aux épouses respectables, ce qu'elle avait été, même si son mariage avait été un enfer. Odette ne quitta pas son côté. Elle resta assise près du corps pendant 2 jours et 2 nuits, refusant de manger, de boire, de dormir. Elle parlait doucement à Léonie, lui racontant des choses que personne d'autre ne pouvait entendre, lui tenant la main comme si elle pouvait encore sentir la chaleur qui n'y était plus. Les femmes du village venaient par petits groupes, apportant de la nourriture, des fleurs, leurs condoléances maladroites. Elle regardait Odette avec un mélange de pitié et de quelque chose qui ressemblait presque à de la révérence, car maintenant, enfin, elle comprenait, ou du moins, elle ne pouvait plus prétendre ne pas comprendre. L'enterrement eut lieu un mercredi matin sous un ciel blanc et bas. Tout le village était présent, serré dans le petit cimetière, formant un cercle silencieux autour de la tombe ouverte. L'abbé Fontaine prononça quelques mots. Des mots sur la miséricorde de Dieu, sur le repos éternel, sur l'espoir de la résurrection. Mais sa voix manquait de conviction. Lui aussi semblait perdu, dépassé par quelque chose qu'il ne pouvait ni nommer ni bénir. On descendit le cercueil. La terre commença à tomber, chaque pelletée résonnant comme un coup de tambour funèbre. C'est alors qu'Odette s'avança.
Elle se tenait au bord de la tombe, regardant le cercueil disparaître sous la terre. Et soudain, elle parla. Sa voix était claire, portant dans l'air froid. « Vous voulez tous savoir ?» dit-elle. « Vous voulez savoir ce que vous avez fait semblant de ne pas voir pendant toutes ces années ?» Le silence devint total. Même le vent sembla se taire. « Léonie était tout pour moi, » continua Odette. « Plus qu'une amie, plus qu'une sœur. Elle était la seule chose dans ce monde qui donnait un sens à ma vie. Elle était la raison pour laquelle je me levais chaque matin. La raison pour laquelle je supportais tout ce que je supportais. » Sa voix ne tremblait pas. Elle était ferme, claire, portée par une certitude qui n'acceptait plus le compromis. « Nous nous aimions, » dit-elle, et ces mots tombèrent dans le silence comme des pierres dans un puits. Nous nous aimions d'un amour que ce monde refuse de comprendre, que l'Église condamne, que vous tous avez jugé en silence. Mais c'était notre amour. Il était réel, il était pur, il était tout ce que nous avions. Les gens ne bougeaient pas. Certains baissaient les yeux. D'autres la regardaient fixement, comme hypnotisés. « Vous saviez tous », poursuivit Odette, et maintenant il y avait de la colère dans sa voix. « Vous avez tous vu, nos regards, nos sourires volés, nos mains qui se frôlaient, vous saviez, mais vous n'avez rien dit. Pas pour nous protéger, non. Pour vous protéger vous-même, pour ne pas avoir à affronter ce que cela signifiait, ce que cela disait sur vous, sur vos propres vies. » Elle fit le tour du cercle avec ses yeux, défiant quiconque de détourner le regard. Et pendant que vous fermiez les yeux, nous souffrions. Nos maris nous battaient, nous humiliaient, nous détruisaient petit à petit, et vous ne disiez rien non plus. Pas parce que vous ne voyiez pas, mais parce que c'était plus facile de ne pas voir. Parce que intervenir aurait signifié admettre que quelque chose n'allait pas. Que vos propres mariages, vos propres vies n'étaient peut-être pas si parfaites non plus. Madame Beaumont pleurait maintenant, des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues ridées. « Léonie est morte, » dit Odette, et sa voix se brisa enfin. Elle est morte parce qu'elle n'a plus pu supporter le poids de ce secret, parce que même après que nos bourreaux soient partis, même après que nous ayons eu la possibilité d'être enfin libres, le regard de ce village pesait encore trop lourd. Elle est morte parce que vous tous, collectivement, l'avez étouffée avec votre silence. Elle se tourna vers la tombe, les épaules secouées par des sanglots qu'elle ne pouvait plus retenir. « Je t'aime, » murmura-t-elle. « Je t'ai toujours aimé, et je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. » Elle tomba à genoux dans la neige, et cette fois, ce furent plusieurs femmes qui vinrent l'entourer, qui la relevèrent, qui la soutinrent. Mais le plus surprenant fut ce qui arriva ensuite. Une à une, les femmes du village s'avancèrent vers la tombe. Elles jetèrent des fleurs, elles murmurèrent des prières. Et certaines, les plus courageuses, prononcèrent des mots d'excuse. « Pardonne-nous » murmura Madame Beaumont en déposant une rose blanche. « Nous aurions dû voir » ajouta Madame Roussel, la voix brisée. « Nous aurions dû agir » dit une troisième. Les hommes, eux, restaient en retrait, mal à l'aise, ne sachant pas quoi faire de cette vérité qu'on leur jetait en plein visage. Certains hochaient de la tête, reconnaissant leur part de responsabilité dans ce drame. D'autres détournaient les yeux, encore incapables d'affronter ce qu'ils avaient permis par leur silence. L'abbé Fontaine s'approcha d'Odette. Son visage était gris, vieilli de 10 ans en quelques minutes. « Je ne sais pas si Dieu pardonne ce que vous étiez l'une pour l'autre, » dit-il lentement. « Mais je sais que Dieu pardonne l'amour véritable, quelle que soit la forme qu'il prend. Et je sais que nous, humains, n'avons pas à juger ce que nous ne comprenons pas. » Il leva les yeux vers le ciel blanc. « Peut-être que les morts de cet automne n'étaient pas une punition divine, » continua-t-il. « Peut-être était-il le poids de notre propre culpabilité, manifesté de manière à ce que nous ne puissions plus l'ignorer. Peut-être que ce que nous prenions pour des spectres n'était que nos propres consciences qui nous hantaient. » Il se signa, murmura une dernière prière et s'éloigna, laissant derrière lui un village transformé, car quelque chose venait de se rompre. Le voile de silence, d'hypocrisie, de faux semblants qui avaient étouffé Boisvert pendant si longtemps venait de se déchirer, et dans la lumière crue qui inondait maintenant le village, chacun devait faire face à ce qu'il avait été, à ce qu'il avait permis,
à ce qu'il était devenu. Les jours qui suivirent furent étranges. Le village semblait se réveiller d'un long cauchemar, clignotant dans la lumière du jour, se demandant comment il avait pu vivre si longtemps dans l'obscurité. On parlait maintenant, les langues se déliaient, les secrets, les petits et les grands, commençaient à sortir. Pas tous d'un coup, mais lentement, prudemment, comme des animaux sortant de leur terrier après un long hiver. Madame Dupont admit que son mari la battait aussi. Monsieur Leblanc confessa qu'il buvait pour oublier sa propre lâcheté. La jeune Émilie Mercier révéla que son oncle la touchait d'une manière inappropriée, et pour la première fois, on la crut, on la protégea. Le village apprenait douloureusement à voir, à dire, à agir. Odette resta à Boisvert. Elle s'installa dans la maison de Léonie, transformant peu à peu l'espace en quelque chose qui honorait la mémoire de celle qu'elle aimait. Elle planta des fleurs dans le jardin, des roses blanches et des lilas, les préférées de Léonie. Les femmes venaient la voir, d'abord timidement, puis plus régulièrement. Elle buvait le thé, parlait de choses et d'autres, et peu à peu, Odette retrouvait une place dans la communauté. Pas la même place qu'avant, mais une nouvelle, forgée dans la vérité plutôt que dans le mensonge. Les événements étranges cessèrent complètement après l'enterrement de Léonie. Plus de bruit nocturne, plus d'apparitions, plus de morts suspectes, comme si le village, en affrontant enfin sa vérité, avait exorcisé ses propres démons. Le docteur Renaud nota dans son carnet une dernière observation. Peut-être que les fantômes ne sont que les secrets qu'on refuse de libérer, et quand enfin on les libère, ils peuvent enfin reposer en paix. 1 an passa, puis 2. Le village changea, lentement mais sûrement. On parlait plus ouvertement. On intervenait plus rapidement quand quelque chose n'allait pas. Le silence n'était plus une vertu, mais une faute, et Odette, qui avait survécu à tout, qui avait aimé envers et contre tous, devint une sorte de figure respectée, même si personne ne prononçait jamais explicitement pourquoi. On venait la consulter pour des conseils, on l'invitait aux événements importants, on l'incluait dans les décisions communautaires. Elle ne se remaria jamais. Elle ne chercha jamais un autre amour. Comment l'aurait-elle pu? Son cœur était dans cette tombe du cimetière, avec la seule personne qui l'avait jamais vraiment vue, vraiment comprise, vraiment aimée. Chaque dimanche, elle allait déposer des fleurs fraîches sur la tombe de Léonie. Et parfois, quand personne ne regardait, elle s'asseyait dans l'herbe et parlait doucement, racontant sa semaine, partageant ses pensées, maintenant vivante cette connexion, que même la mort ne pouvait briser. Et dans ces moments-là, si quelqu'un avait été assez proche pour écouter, il l'aurait entendu murmurer « Ils savent maintenant, ils savent enfin, et même si c'est trop tard pour nous, peut-être que ce n'est pas trop tard pour d'autres. Peut-être que notre histoire, aussi terrible soit-elle, aura servi à quelque chose. » Le vent murmurait dans les arbres, les oiseaux chantaient. Et le village de Boisvert continuait sa vie, portant maintenant avec lui la mémoire de ce qui s'était passé, refusant d'oublier, refusant de retomber dans le silence, car tous savaient maintenant, vraiment savaient, et ils ne feraient plus jamais semblant de ne pas voir. 10 ans plus tard, un jeune prêtre arriva pour remplacer l'abbé Fontaine, parti prendre sa retraite dans un monastère où il espérait trouver enfin la paix pour son âme tourmentée. Le jeune prêtre demanda qu'on lui raconte l'histoire du village, et pour la première fois, on la lui raconta vraiment, sans omettre, sans édulcorer, la vérité entière, aussi douloureuse soit-elle. C'est une histoire terrible, dit le jeune prêtre quand ils eurent fini. Oui, acquiesça madame Beaumont, maintenant une vieille femme aux cheveux tout blancs. Mais c'est notre histoire, et nous la portons avec nous pour ne jamais oublier ce que le silence peut faire. « Et la femme ?» demanda le prêtre. « Celle qui a survécu, elle est toujours là. Elle est au cimetière, répondit madame Beaumont. Elle y va tous les jours maintenant. Elle est âgée, fatiguée. Je crois qu'elle attend juste le moment de rejoindre celle qu'elle aimait. » Le jeune prêtre hocha la tête, pensif. « Je devrais lui rendre visite, dit-il, lui apporter le réconfort de l'église. » Madame Beaumont posa une main sur son bras. « Ne lui parlez pas de péché, dit-elle fermement.
Ne lui parlez pas de damnation. Cette femme a payé le prix de son amour 100 fois, 1000 fois. Si Dieu existe, et s'il est juste, il l'accueillera avec les bras ouverts. Et si ce n'est pas le cas, alors c'est Dieu qui a tort, pas elle. Le jeune prêtre ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Il comprit qu'il y avait des leçons ici qui ne s'apprenaient pas dans les séminaires, des vérités qui ne se trouvaient pas dans les livres sacrés. Qu'avez-vous pensé de l'histoire ? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère ? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar. Cette histoire a été inspirée par les vies innombrables qui ont été vécues dans l'ombre, par les amours qui n'ont jamais pu s'exprimer, par les souffrances qu'on a choisi de ne pas voir. Elle est dédiée à tous ceux qui ont été forcés de se cacher, de mentir, de vivre une double vie, simplement pour avoir le droit d'aimer. Que nous apprenions de Boisvert, que nous n'oublions jamais, que nous ne fermions plus jamais les yeux. Car ce que tous savent, mais choisissent d'ignorer, finit toujours par se manifester, d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard. La vérité, aussi terrible soit-elle, finit toujours par émerger, et le silence, aussi confortable soit-il, a toujours un prix.